Merci. C'est bien un témoignage d'abord que je vais faire auprès de vous. C'est surtout pas, pour ceux qui pourraient le penser, des donneurs de leçons ou autres. On a tous à apprendre de tout le monde. Et je trouve que votre initiative est en tout cas remarquable pour l'implication citoyenne. On essaie de réaliser des choses de même nature, mais on rame, pour rester dans le langage de l'eau, beaucoup plus pour arriver à finaliser. Donc, merci aussi pour vos initiatives. Je vais parler de fait, alors oui, les autorités sont en partie, mais il parlait de gestion par bassin. Ben, moi, c'est une question vitale qui est une gestion par interbassin, puisque votre bassin de la Loire alimente notre territoire du Sud-Ardèche, et de manière majoritaire. Et donc, comment on fait pour partager l'eau? C'est le sujet majeur. Alors, on est sur un territoire contrasté, vous l'avez dit. On a l'habitude de parler de l'Ardèche à l'huile, de l'Ardèche au beurre, qui sont très contrastés, plus la zone de montagne. La zone de montagne, c'est ce que j'ai illustré d'abord avec les plus fortes pluies métropolitaines qui sont sur le haut de l'Ardèche, la zone dite du village météo Loubarès, où la moyenne est au-dessus des 1900 mm par an, mais, et ça va vous parler avec ce qui a été vécu aussi dans le territoire, le 17 octobre, c'était 780 mm en quelques heures. Mais en même temps, et ce n'est pas une année pour autant très très forte en termes de sécheresse, voilà la carte de l'arrêté préfectoral de fin août sur la sécheresse. La quasi-totalité du département, sauf la partie Loire, était en situation de crise, même en cette année 2023. Donc c'est de très très forts contrastes que l'on est appelé à vivre. Alors, historiquement, on existe, nous, depuis 1957. On a une assez longue histoire. Mais progressivement, on s'est rendu compte que toutes les ressources qu'on pouvait utiliser sur le territoire même étaient largement insuffisantes pour alimenter les populations. On a bénéficié, par contre, d'une opportunité, puisqu'il existe le complexe hydroélectrique de Montpezat. Il n'a pas été créé pour nous, bien évidemment. Il existe depuis la phase de reconstruction d'après-guerre, une loi organique de 1949. Mais dès lors qu'il détourne de l'eau, on s'est dit qu'il faut peut-être en profiter aussi pour qu'après avoir été turbinée pour de l'hydroélectricité, elle nous soit utile pour alimenter les populations. Alors, dans des proportions qui sont totalement différentes, puisque les turbinés représentent en gros 200 millions de mètres cubes par an, alors que l'eau potable, vous allez voir, c'est 3,5 millions de mètres cubes. Mais c'est quand même essentiel pour tout le territoire. L'aménagement, vous ne le connaissez peut-être pas, mais il est assez complexe. Alors, les Ardéchois sont un peu chauvins et disent de toute façon, les barrages, ils sont déjà en Ardèche, donc on peut profiter de l'eau. Je vois représentant d'un champ sourire. On discute effectivement interbassin et pas Ardèche avec les Ardéchois. Mais les barrages sont sur le plateau ardéchois. Il y a une colonne de transfert de 600 mètres de dénivelé qui va jusque dans une usine souterraine à Montpezat. Et derrière, le département a réalisé un barrage de démodulation. C'est là où nous avons notre prise d'eau. Et depuis 1986, il y a des conventions pour du multi-usage pendant la période estivale, période de bas étiage, à la fois pour le soutien d'étiage du cours de l'Ardèche, pour la préservation de la biodiversité, pour la production d'eau potable, pour de l'irrigation, mais c'est limité sur un périmètre autour du barrage, et puis pour la dilution des effluents d'assainissement domestique. On rejette aux normes, mais ça ne veut pas dire que ce soit une norme baignable, par exemple, derrière. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution vers le multi-usage. Et donc, le département de l'Ardèche, pour mener cette politique, a décidé d'investir lui-même dans des barrages. C'est le barrage Pont-de-Verrières. La colonne de béton que vous voyez sur la droite, c'est effectivement la prise d'eau pour l'eau potable, donc en période sèche et en période d'abondance. Mais il a fait la même opération sur l'autre bras du bassin versant de l'Ardèche, qui est le Chassezac, avec d'autres aménagements hydroélectriques, et il l'a complété par un barrage également, dit de Puylaurens.
nos caractéristiques, parce que je parle, en parlant de la pauvreté en eau de ce bassin, ben nous sommes marqués parce que c'est un climat méditerranéen avec de très bas étiages. Nous n'avons pas, ça c'est la particularité géographique, c'est l'abrupte du Massif central qui plonge vers le Rhône et il n'y a pas de nappe profonde, c'est une réalité. Elles sont de l'autre côté du Rhône, mais malheureusement pas côté Ardèche. Donc les étiages sévères qui se prolongent à l'automne. En général, je suis plutôt inquiet début octobre qu'en plein mois de juillet. Et puis, on a une population estivale, bien évidemment, qui trouve toutes ces caractéristiques très attractives, et on multiplie par 4. Alors concrètement, ça donne 70 000 habitants permanents, 350 000 personnes alimentées en plein été chaque jour. Alors, là, je vais être assez rapide, c'est sur la partie structure du SEBA, du syndicat des eaux du bassin de l'Ardèche, mais on gère quatre compétences différentes. La production, les ventes en gros d'eau potable, la distribution à l'usager, l'assainissement collectif et le non collectif. La structure est assez compliquée à gérer parce qu'on n'a pas le même nombre de communes et chaque compétence doit être également représentée. Mais c'est juste un petit rappel. On passe à la suivante. Donc c'est 45 communes pour la distribution et 81 pour la production. L'autre particularité, nous sommes en zone rurale. La ville, j'ose même pas l'appeler la ville, mais la ville principale, c'est Aubenas, 12 000 habitants, et elle est au cœur du territoire. Et nous avons, pour distribuer ce territoire, près de 1200 km de réseau pour un nombre d'abonnés qui est de l'ordre de 25 000. Donc le ratio recettes-dépenses, c'est un sacré équilibre à réaliser en permanence. Et sur l'année, nous produisons 4,5 millions de mètres cubes d'eau. Par contre, il y a deux chiffres qui deviennent enfin intéressants au bout de quelques années d'investissement. Le rendement de réseau sur l'ossature est à 99%. Le rendement de réseau sur la distribution est à 80%. On a enfin atteint ce chiffre de 80, que vous verrez tout à l'heure la courbe, où on est parti de très bas. Alors là, quelle stratégie d'action? J'ai pris juste un exemple, celui du tourisme, puisque c'est peut-être celui qui est le moins légitime. Les populations permanentes, tout le monde comprend. L'aspect touristique, c'est moins évident. Et c'est ceux qui entendent le moins les messages sur les économies d'eau. Quand ils viennent de secteurs où l'eau est abondante, eh ben, ils essaient de répéter les gestes qu'ils font au quotidien. Donc là, pour l'illustrer, c'est en avant-première puisque le sujet sera projeté officiellement au Congrès des maires la semaine prochaine, mais j'ai fait un extrait d'une partie où je m'exprime sur comment on demande à l'activité touristique de moins consommer, d'économiser. Bon, un contrôle des réseaux intérieurs, à titre de test, dans 2 des campings, qui ont démontré qu'il y avait des fuites. On a expliqué du coup à l'ensemble des propriétaires de camping que les fuites, c'était un coût pour eux, et c'était pour nous mobiliser des ressources inutiles. Effectivement, on a élaboré en commun de la communication à destination des touristes qui sont dans les campings, avec un certain nombre de panneaux, pour dire attention, si vous ne prêtez pas attention à cette ressource-là, mais le canoë dont vous êtes si friand, vous allez le faire sur une terre sèche. C'est, à mon avis, évocateur. Et l'hôtellerie de plein air, parce qu'on a fait par exemple l'affiche en commun, je m'attendais à ce qu'ils rouspètent, à ce qu'ils dénoncent le canoë sur la terre craquelée. Ben non, ils ont adopté cette image-là et ils l'ont diffusée dans tous les campings. Nous avons un peu plus de 80 campings, dont les plus importants font jusqu'à 2000 emplacements. Donc effectivement, c'est une donnée qui est essentielle. On essayait de le répercuter, mais c'est un peu plus long, auprès des propriétaires de gîtes et des hôtels. Mais il faut adapter la communication à leur activité un peu différente. Voilà, on a pris cet exemple-là parce que il y a un moment donné, on ne peut plus dire l'eau potable est prioritaire, notamment au regard du Code de l'environnement, des arrêtés sécheresse. On n'a pas besoin de faire des efforts, c'est aux autres de les faire. Donc c'est la même démarche que vous avez initiée de manière concertée côté citoyen. Tout le monde doit faire des efforts. Particularité, par exemple, l'activité touristique, elle est comptabilisée comme de l'eau potable, bien évidemment, comme si c'était des usagers permanents. Or, il y a des activités de loisirs dans les campings, les piscines, etc.
En période de sécheresse, on interdit de remplir les piscines des particuliers, mais la législation oblige à remettre à niveau les piscines des établissements. Donc tout ça, il y a bien à sensibiliser. Pour les enjeux du service public de l'eau, on a déterminé il y a une dizaine d'années les grandes stratégies. Donc pérenniser un service public de qualité, c'est la base, parce que sans cette pérennité, on ne pourra pas débattre des autres sujets. Donc c'est maintenir et pérenniser les missions essentielles du service public, identifier les points sensibles et engager des programmes d'investissement, c'est notre vocable permanent. On prend des moyens aussi associés. Par exemple, nous sommes passés de délégation de service public à une régie en 2018 pour que le moindre centime serve à la politique syndicale et pas à rémunérer des actionnaires. Tout à l'heure, j'avais envie de réagir quand j'ai entendu, on parle d'usage, on parle d'utilisation, mais les délégataires, ils parlent de clients. Ils font des marchés. Donc, pour moi, depuis 25 ans où je fais la tête de ce syndicat, j'ai banni le mot client, je dis à chaque fois les usagers. Et c'est une notion différente. Et au conseil d'exploitation de notre régie, j'ai tenu à ce que les usagers de diverses natures soient à l'équivalent des élus, qu'on soit à l'équilibre, qu'il n'y ait pas plus d'élus que d'usagers. Et du coup, ça se traduit par la présence massive des élus et moins des usagers, moins des élus, puisque les élus ont d'autres réunions dans la même période. Dans le syndicat, 3 réunions, conseil d'exploitation, commission interne et comité syndical, donc ils siègent moins au conseil d'exploitation, ce qui donne des élus majoritaires, et c'est une très bonne chose. La deuxième chose, et c'est là le sujet avec les citoyens, rendre compte, informer, savoir expliquer, ça c'est du côté CEBA, institution, suivre les indicateurs de performance en lien avec les services, exploiter les données chiffrées, maîtriser les logiciels. C'est mes services qui ont préparé ce diaporama, et je leur dis qu'ils ratent à chaque fois une chose, c'est qu'un service public, il y a 3 entités. Les élus qui décident, les agents qui mettent en œuvre, mais l'usager qui finance. Et donc, il a droit à la parole. Il devrait être dans le carré central, et vous voyez qu'il n'apparaît toujours pas. D'arriver à convaincre les services, c'est une grosse difficulté. On a 80 agents, il faut que je rame encore pour obtenir que ce soit cité dans nos dias. Et puis le dernier, puis j'ai mis en gras bien évidemment, ce qui nous interpelle le plus, s'inscrire dans une politique environnementale et répondre aux enjeux en matière d'utilisation de la ressource, je vais y revenir, donner un avis technique sur la desserte en eau potable et la collecte des eaux usées, je pense là à l'urbanisme, et puis orchestrer bien sûr la commande publique. Les 2 premiers sujets, vous allez voir les chiffres après, nous sommes fortement dépendants de l'interbassin Loire-Ardèche. Donc on a des comptes à rendre côté Loire, bien évidemment. On ne va pas se contenter de prendre l'eau puis de dire « ne venez pas voir ce qui se passe chez nous ». Donc c'est dans ce cadre-là que l'on a développé un partenariat et, il me semble que c'est une première nationale, un comité intersage, Sage-Ardèche, Sage-Loire-Amont, j'y siégerai la semaine prochaine, pour que l'on débatte en permanence des choses. Or, on n'est pas sur le même niveau parce qu'il démarre et nous, on a 40 ans d'histoire sur le sujet, mais à un moment donné, on peut dialoguer. Il y a eu des périodes où on dialoguait moins et on a vu que c'était très peu productif et qu'on était sur des statu quo. Et donc, en même temps, répondre aux enjeux de la matière de ressources, très concrètement, c'est ce dossier-là. Peut-être un point sur l'avis technique sur la desserte en eau potable et la collecte des eaux usées, ça se sait pas beaucoup, mais le code de l'urbanisme impose aux autorités qui délivrent les permis de construire l'obligation de consulter les autorités organismes des services publics d'eau et d'assainissement. La plupart du temps, les maires l'oublient, mais nous, on a eu quelques cas, et ça a servi d'exemple, où finalement, le maire délivre le permis, mais moi, je ne délivre pas de droit à branchement à l'eau, je n'ai pas de réseau dans le secteur donné. C'est un procès qui est initié ensuite par les pétitionnaires contre le maire. Le CEBA n'est jamais en cause, mais le maire a toutes les conséquences. Donc, quand il y a 2 ou 3 procès comme ça, vous vous rendez compte qu'après, ils pensent à demander au préalable s'ils peuvent effectivement attribuer les permis. J'insiste parce que ça ne se sait pas trop, même du côté des élus. Et
bien sûr, pour pouvoir réaliser ces politiques, il faut des moyens. Donc les programmes d'investissement, depuis quelques années, se chiffrent entre 8 et 10 millions d'euros sur un budget global de 25 millions d'euros. C'est un poids quand même important, mais nécessaire, dans un quart pour le renouvellement des réseaux d'eau potable, pour les éléments concernant les rendements de réseau. C'est le moyen de les améliorer, effectivement, très sensiblement. Et voilà le rendement de réseau. Depuis 2008, donc on est en gros sur une quinzaine d'années, on était à 62%. Le réseau rural, assez logique, sur le comportement au XXe siècle de toutes les collectivités. Et donc on a essayé d'améliorer fortement ça. Et en 2023, on a atteint les 80%. On vise maintenant les 85%. Là aussi, mes services renaclent en disant « mais c'est trop ambitieux ». Ben, on dit que collectivement, publiquement, il faut qu'on atteigne les 85%. On ne dit pas quand, mais il faut atteindre les 85%. Alors, le rendement de réseau, c'est un indicateur que le grand public habituellement connaît quand même un peu, alors que les autres indicateurs sont totalement inconnus, les indices linéaires de perte et autres. C'est le ratio entre les volumes que l'on prélève dans le milieu et ceux qui sont consommés par les usagers, comptabilisés. Et donc 20%, ça veut dire 80%, ça veut dire 20% de perte. Nous sommes sur, allez, on va dire 4 millions de production. Ça veut dire qu'il y a 1 million qu'on perd en ligne dans tous les réseaux, dans les 1200 km de réseau. C'est une réalité des services, notamment en milieu rural. Merci. Donc oui, c'est des pertes conséquentes. En même temps, quand on a 1200 km de réseau et seulement 25 000 abonnés, le moyen d'identifier les fuites, c'est de corréler entre les branchements et le réseau général. Sauf que quand vous avez 10 km sans un seul branchement, pour corréler 10 km, ben c'est compliqué. Donc nous, la plupart de nos 80 agents tournent tous les jours sur tous les territoires pour, bien sûr, faire fonctionner le service, mais aussi pour identifier sur les routes, etc., s'il n'y a pas des fuites d'eau qui apparaissent en surface, au-delà des méthodes de corrélation nocturne, etc. Donc, tous azimuts, il faut réduire fortement les fuites. Et donc là, c'est peut-être la partie un peu barbante, les chiffres, mais c'est juste pour vous donner une indication. Pont-de-Verrières, c'est l'usine qui nous a coûté 38 millions d'euros avec le réseau Ossature pour traiter l'eau qu'on reçoit de la Loire. Vous voyez que tout au long de l'année, on consomme à peu près 70% d'eau de provenance de la Loire, d'un transfert interbassin. Toutes nos autres ressources, si on en a une bonne vingtaine, représentent juste la différence. Et on a même les plus petites, dont ma commune, la dernière qui est citée, et ça ne représente même pas 1% chacune. C'est bien qu'on a un territoire pauvre en ressources, mais on doit effectivement des explications en face. Et si on prend la période estivale, la suite, on voit que là, on monte de quelques pourcentages, mais surtout, en 2 mois, on prélève, un peu plus de 3 mois, on prélève effectivement le tiers de la ressource lorsqu'elle est la moins abondante. Et la période où EDF, lui, ne turbine pas. Donc c'est effectivement grâce aux conventions de multi-usage qui peut nous amener l'eau nécessaire sur le bassin de l'Ardèche. Donc là, après, en guise de conclusion, j'ai rappelé 2-3 choses en 2 dias. Il y a une longue histoire autour de l'eau et de la résilience par rapport à ce sujet. En 1984, le président du comité de bassin RMC, qui était aussi président du département d'Ardèche, a initié le premier contrat Rivière de France, signé en personne à Privat par la secrétaire d'État. En 2000, quand moi je suis arrivé à la présidence du CEBA, les élus n'avaient qu'une préoccupation, et ça m'a étonné, fortement étonné. Du coup, j'ai basé ma politique à l'envers de ce constat. Produire et vendre un maximum d'eau potable pour garantir un chiffre d'affaires qui permette d'investir tous azimuts. Et quand je mets tous azimuts, c'est que le principal investissement, c'était des extensions liées à l'urbanisme. Aujourd'hui, c'est à peu près 3-4% des investissements. C'est la ressource, c'est l'amélioration du patrimoine et c'est la production générale.
En 2006, nous étions 3 partenaires, le président de l'établissement public de bassin, enfin, ce qui est devenu l'établissement public territorial de bassin, le vice-président du département et moi, qui avons décidé de fédérer tous les acteurs du territoire, donc avec la mise en place d'une clé, un projet de SAGE qui a été adopté en 2012. Et aujourd'hui, on n'envisage plus, quelles que soient les collectivités, de définir sa politique sans consulter au préalable la clé. La clé n'a pas que pour vocation de gérer les objectifs du SAGE, mais de bien débattre en permanence. Et je ne sais pas si vous en savez la composition, mais en gros, c'est 3 collèges, une partie collectivité qui est plutôt majoritaire, une partie usagers et une partie institution d'État, pour que le dialogue ait vraiment lieu entre les divers. Et nous sommes 50 et quelques délégués dans cette commission locale de l'eau. Et puis, aujourd'hui, le constat que je fais par les questions que je pose à mes élus de manière publique et en comité syndical, je vois qu'en 25 ans, on a quand même évolué, puisque désormais, ils se motivent avant tout pour la maîtrise durable de la ressource, pour les économies, et ils mettent en perspective les choix de développement avec des renoncements parfois difficiles. On a vu fleurir dans les dernières années des projets de golf dans le sud Ardèche, qui n'a pas d'eau. On a vu fleurir des projets de villages de vacances dans des plaines agricoles. Et grâce à la politique de l'eau et à la maîtrise qu'on en a, on a dit, vous ne pouvez pas, on ne vous autorise pas. Mais il faut qu'à un moment donné, on soit sérieux aussi sur le développement urbanistique, d'autant plus que c'est des lotissements de villages de vacances. Voilà, et donc par contre, désolé, il y a un représentant, ce n'est pas la bonne agence, mais je transmets quand même, on a besoin quand même de moyens, puisqu'on a évalué pour le prochain mandat les investissements à minimum à 75 millions d'euros pour rester performants sur ce territoire.